Je présente la notion de fonction convexe grâce aux matrices semi-positives définies. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette fonction x carré plus y carré? C'est clair? Elle est super bien parce qu'elle est convexe. Ça, c'est clair. Complètement. Et puis, elle est convexe et il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème, même pas de. Là, on n'a pas le problème Enfin, il n'y a pas de surprise. Parce il y a trop de symétrie. Oui, tout est symétrique et que il n'y a pas de. Il n'y a pas de coordonnées composées où oui, ça se comporte qui peut poser des problèmes à la convexité. Ah, voilà. Donc, ce que je disais la dernière fois, une fonction est convexe si sa matrice hessienne est semi-positive définie. J'appelle H la matrice hessienne. Et semi-positive définie, c'est cette propriété-là qu'on va regarder ensemble. Plus en détail. Donc je reprends ça. Je ne vais pas aller très très vite, mais vous me dites si vous vous ennuyez. Comment je peux écrire cette fonction x carré plus y carré pour que les choses soient claires? Qu'est-ce que vous pensez si j'écris comme ça? X, ça c'est x et y. Je vais utiliser... Oui. C'est l'identité Oui, je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser x1 et y1 dans ce logiciel. Si j'ai le droit d'utiliser ça, c'est très cool si je peux faire ça. Voilà, x1 et x2. Et là, je vais écrire cette fonction de cette manière-là. Qu'est-ce que vous pensez si j'écris x1, x2, vecteur linéaire, fois la matrice 1, 0, j'écris comme ça c'est une matrice, vous comprenez, 0, 1, tout ça multiplié par le vecteur x1, x2. C'est une notation matricielle d'une fonction quadratique, il faut qu'on soit très très à l'aise avec ça. Si vous voulez, est-ce que c'est nécessaire de faire ce calcul ensemble? Lorsque je fais cette multiplication, je multiplie le vecteur x1, x2 avec la matrice identité. D'accord? Donc ça va... Je peux aller plus vite. Si vous sentez que vous voyez très vite les calculs, vous me dites. Mais là, ça, je multiplie ça, je me retrouve avec x1, x2. Je multiplie quelque chose avec l'identité. Tac. Donc le résultat c'est ça. Et ici vecteur x1, x2, vecteur ligne fois vecteur colonne x1, x2, ça donne c'est exactement ce qu'on x1 au carré plus x2 au carré. Ok. Si au lieu de ce 0 là, je mets une valeur A. Je mets A et on va calculer ça pour que les choses soient très claires. 2x1, x2. Ouais. Donc, enfin, plus 2x1. Non, plus 2x1. On va calculer ça. Qu'est-ce que ça va donner sur la première ligne? Vous comprenez? La première ligne, donc je calcule ça. La première ligne, ça va être le résultat de cette ligne-là, multiplié par multiplication matricielle avec cette colonne-là. Ça va faire 1 en seul x1 plus a x2. Donc ça c'est la première ligne, je vais écrire. Et ici ça va faire a x1 plus x2. D'accord? Donc ici je vais avoir x1 plus a x2, je me permets d'écrire comme ça. Et la deuxième ligne, ça va être a x1 plus x2, d'accord? Tac. Les symboles comme ça, c'est pas module, c'est matrice. Et je refais le résultat de ça. Bon, c'est x1 fois ça, plus x2 fois ça. Bon, on va faire le travail. Donc, x1 fois ce que je disais, ce truc-là. Je vais déposer la vidéo en ligne si
ne vous fatiguez pas trop à écrire, plus x 2 fois ce truc-là. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, d'accord? Donc égal, ça me donne x1 au carré, plus 2 fois 2a x1, x2, c'est ça, plus x2 au carré. Okay. Une autre manière de calculer ça d'une certaine manière plus intelligente, c'est en utilisant une propriété qui fonctionne aussi, quelle que soit la dimension, donc de quelle propriété il s'agit. Pour pouvoir aborder les méthodes de gradient qu'on veut coder et tout ça, on doit vraiment être très à l'aise avec ces notations matricielles et avec pas beaucoup de formules qui sortent du chapeau. Je reprends ça et je l'écris comme ça. Donc là, en fait, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre ici, je travaille toujours avec code de matrice symétrique. Ici, je mets B et ici, je peux mettre C. Mais de manière symétrique, de manière générale. Ça, c'est une chose, mais ce que je vais vous dire, je vais même passer à 3 dimensions. Je vais écrire x3 ici, parce que ici, je vais appeler ma matrice H. H. Bon, je travaille un peu, mais j'espère que c'est pour la bonne cause. Tac, tac, tac. J'écris la matrice H. Je vais la détailler. Ici, j'écris mon x2. Vous savez, le plus facile à calculer, la méthode la plus facile pour voir ça, c'est de faire les calculs. Si vous faites tous les calculs, le résultat de ça, c'est quoi? Je vais l'écrire comme ça. Les cubes, c'est... non, les carrés, c'est dans la diagonale. Oui. Mais je vous donne la formule que je veux, parce que vous ne pouvez pas la deviner, je pense. La formule que je veux, ici, je ne vais mettre pas une multiplication comme les autres. J'ai besoin d'un autre symbole de multiplication. Je ne sais pas quel symbole utiliser. J'espère que je me fais bien comprendre. Je n'ai pas de truc à proposer. Ici, excusez-moi, je vais mettre point, un seul point. C'est un produit terme à terme de quoi? C'est le produit terme à terme de deux matrices. Et c'est quoi les deux matrices? Ici, vous avez x1, x2, x1, x. Non, c'est x1 carré. Oui, donc x1, x1, si vous voulez. x1, x2, x1, x, x3. J'essaie d'accélérer. Même chose en colonne, ouais. Oui. Oui. Donc ici. x1, oui. x2, x1, enfin x2, x1 pareil. Oui. Non, ça, c'est une bonne manière de voir. Avant, je ne le voyais pas comme ça, et c'est vrai que c'est plus facile à voir. Les choses. Pour voir cette formule, c'est dommage de passer quand même 10 minutes pour développer ça. Mais si vous faites le calcul matriciel, la manière traditionnelle, vous écrivez les termes de multiplication, ça vous donne ça. Et ici, c'est un produit, c'est produit terme à terme. Ça veut dire, c'est ça, ce truc-là, fois ce truc-là, vous comprenez? Plus ce truc-là, fois ce truc-là, et la somme, donc je vais dire somme sur i, j'écris comme ça, sur i et j, de quoi? H, i, j, et x, i, xj, j'écris comme ça. C'est ça, donc comme ça vous voyez, au lieu de l'écrire de cette manière-là, ou un truc qui nécessite deux multiplications matricielles, matrice fois vecteur, vous l'écrivez comme ça, vous voyez une seule multiplication terme à terme, et vous voyez très bien. Une propriété qu'on peut vérifier par un calcul à la main de multiplication traditionnelle.
c'est dommage de passer du temps sur ça, je pense. Mais si vous vous amusez à développer chaque produit ici, si vous vous amusez à calculer ça à la main, vous multipliez, vous obtenez ça. Parce que là, une fois que je vois les choses comme ça, je dis que H et J, c'est la matrice hessienne de la fonction. La matrice de la hessienne de la fonction, ça veut dire quoi? Je prends ma fonction, je calcule chaque terme H et J, c'est la dérivée de la fonction par rapport à xi, et tout ça dérivé par rapport à xj. Donc, la notation qu'on avait, c'est, H et J, l'élément H et J, c'est df sur dxi, dxj de x. Et là, si j'ai une fonction quadratique, je me pose la question, quelle est la dérivée de cette fonction par rapport à xi, xj? Qu'est-ce que ça va être? Il faut que je dois dériver ma chose d'abord par rapport à xi, et ensuite par rapport à xj. Donc je disais ici que j'ai une somme de ce type-là. Comment dire? C'est une somme sur chaque ij. Mais admettons que je fixe ii et jj. Permettez-moi de les appeler comme ça. Et je prends ce terme-là. Je prends un terme x, ij, x, h, ok, tac. Et disons que je dois dériver ce terme par rapport à x, i. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, je fixe un indice, ça peut être mal écrit, i. Je prends une notation plus traditionnelle. Je veux fixer un i. Parce que... Excusez-moi. Je vais le dire d'une autre manière. Je développe ça. Ça donne quoi? H11 x1 x1 plus je vais pas tout écrire, mais disons que j'ai x1 x2 plus d'autres trucs. Et maintenant je m'intéresse au calcul de la matrice hessienne de ma fonction. Disons que je veux calculer la dérivée partielle. Je veux calculer, donc ça c'est mon f, ok, ça c'est fx. Et moi disons que je veux calculer df sur, je prends la formule ici, df sur dx1 dx2. Ok, je peux évaluer ça dans un point x. Ici, il y a plusieurs termes de ce type. Il peut y avoir 3. Admettons, je veux calculer ça. Ma fonction f, c'est une somme de fonctions comme ça. Par la règle la plus connue, la dérivée d'une somme de trucs, c'est la somme des dérivées. Et après, je me pose la question. Je prends ce terme-là, x1, x3, et je le dérive d'abord par rapport à x1 et ensuite par rapport à x2. Ça donne 0, parce que du moment où je dérive quelque chose par rapport à x2, et x2 n'apparaît pas dans le terme s'annule. Ok. Mais c'est par définition, ça. C'est par définition parce que vous avez une... C'est pour ça qu'on a choisi la hessienne, en fait. Oui, c'est par définition au sens où... En fait, parmi tous les termes que je développe ici, quels sont les termes qui contiennent à la fois x1 et x2? Il n'y a que H1, X1. Il n'y a que le bon terme, quoi. Oui, c'est ça. Tous les autres termes, soit ils ne contiennent pas x1, soit ils ne contiennent pas x2. Donc, si j'ai un truc dans ma somme qui n'est pas vraiment une fonction de x1, par exemple, parce que je dérive x2 carré par rapport à x1.
x1 ne joue aucun rôle dans la fonction, donc la dérivée par rapport à x1, ça va être 0. Tout ça pour dire que dans toute cette somme-là, la seule ligne qui m'intéresse lorsque je dérive par x1 et x2, c'est la seule ligne qui contient x1 et x2. Oui, oui. Parce que oui, il y a aussi une colonne qui contient. Donc ici, si j'écris toute ma somme, j'ai ça. Excusez-moi. Donc colonne, je comprends. Non, Ça, je peux l'écrire tout en fait. Ça va être le plus clair. Regardez, je développe toute la fonction. Et j'ai df machin de x, ça va être quoi? De dx1, dx2. C'est H1,2. Oui, ça va être la dérivée de ça par rapport à x1, x2, la dérivée de ça par rapport à x1, x2. Et H2, 1 aussi. C'est ça. Donc en fait, toutes les... vous comprenez? Si j'appelle ça f11, j'appelle ça f22, vous comprenez? f12. Tout ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça, c'est somme sur ij de df ij, d'accord? Déjà ça, est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire que c'est la dérivée par rapport à H1,2 de x1,2. Oui, je calcule la dérivée par rapport à x1, x2. Oui, ok. C'est la somme de... Ok, ça j'appelle... Vous comprenez ici. Est-ce que vous voyez? Ça c'est naturel. Parce qu'à chaque fois que je dérive une fonction par quelque chose, même si c'est dérivé deux fois, je dérive a plus b, c'est la dérivée de a plus la dérivée de b. Ici j'ai 9 termes dans ma somme. Après, je me pose la question, df, c'est combien df ij par rapport à x1, x2? Bon, df f ij c'est qui? Là je vais l'écrire, pourquoi ne pas l'écrire? C'est h ij x i xj, d'accord? Ce truc là. Ici j'ai pas mis le d, excusez-moi. dx1, dx2, d'accord? Pardon, ça marche pas HJI et XJ? Oui, oui. Ça marche aussi? Par symétrie. Mais déjà. Là, quand vous écrivez ça, Oui. Quand vous écrivez ça, vous faites sans le dire, vous dites que f c'est approximable par son développement limité, quoi. Non, disons que f c'est ça. Ah, f c'est ça. F c'est pas la fonction initiale. F c'est la forme quadratique. C'est celui-là, disons. Ah, je le définis comme ça. Oui, ok. Je comprenais pas où. Ah non, ok. Je reste dans le cadre quadratique. Là c'est f c'est la forme quadratique. Ouais, okay. ouais. Du coup, je comprends. Une question. Oui. Là, à gauche, à l'égalité, vous mettez DDF ou CD au carré pour l'annotation comme c'est une double dérivée. C'est une double dérivée. Ouais, donc je peux l'écrire d carré si vous voulez. Je simplifie un peu. Donc vous comprenez, ce terme il est non nul. Soit si x, soit pour i égale 1, j égale 2, ou l'inverse. D'accord? J égale 2, i égale 1. Parce que si jamais il n'y a pas les deux x1 et x2 dans ce produit-là, la dérivée s'annule. Donc du coup, au lieu d'avoir somme ij ici, je vais avoir pas vraiment une somme, je vais avoir ça. Donc une fois pour 1, 2 comme ça. Et une autre fois à l'inverse. Je vais écrire comme ça. Là, je mets 2, 1, x2,
x1, d'accord? Donc du coup, parmi tous ces termes-là, le seul qui m'intéresse pour mon calcul, c'est ces deux-là. Là, pour dériver, il suffit de dériver ça. Et ici, la dérivée de x1 et x2 par rapport à x1 et x2, c'est h en 2. Donc, ça me donne h en 2 plus h de 1. Vous comprenez? Donc, ça donne h x1 deux fois. Non. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Je m'excuse. h de 1 plus h en 2, d'accord? Si je travaille qu'avec des matrices symétriques, et à partir de là, pour simplifier, je travaille qu'avec des matrices symétriques, si vous voulez, ça fait 2 fois h de 1. Je reviens un peu dans mes calculs de tout à l'heure. J'avais ça. Qu'est-ce que se passe si je dérive 2 fois par x1? En fait, je me retrouve dans cette formule, un seul terme, celui qui contient que... Tout à l'heure, j'avais 1, 2 et 2, 1 par symétrie. Si j'ai 1... il n'y aura que un terme à la fin. Oui. H1, Oui. Donc, mais attention, ça donne quoi ça? La dérivée de ça. Ça revient à dériver x1 au carré 2 fois. Oui. Ah oui, donc dans tous les cas, ça revient en même. Oui. Donc, vous obtenez, dans ce cas-là, oui. Là, vous comprenez ce que je veux dire. 2 fois H1. Et tout à l'heure, pour 1, 2, j'avais... je reviens en arrière. Je l'ai perdu, désolé. Mais vous vous rappelez pour... Il y a le symétrique. oui. Donc, ça veut dire que la matrice hessienne de cette fonction-là, vous comprenez? C'est 2 fois ça. Ok. En supposant que cette matrice est symétrique. Ça, ce qu'on calculait, c'était la matrice hessienne. Oui. Parce que ici, je calcule l'élément II de la matrice hessienne. Tout à l'heure, j'avais pour... Là, j'avais pour x1, x2, j'ai calculé tout à l'heure, je vais déposer la vidéo en ligne, vous pouvez regarder. J'avais développé ça. Donc, quel que soit I et J, parce que c'est le même raisonnement si je mets I et J à la place de 1, 2, je me retrouve avec H, IJ. Et même si I est égal à J, comme pour H en 1, je trouve 2 fois ça. C'est pour ça que des fois, lorsque vous voyez dans beaucoup d'exposés une fonction quadratique dans un contexte de méthode de dérivée de gradient, ils l'écrivent, ils prennent cette notation-là et ils écrivent, vous savez comment ils l'écrivent? Grâce à cette notation-là, ils l'écrivent, le terme quadratique c'est 1 sur 2 fois x transpose, parce que là, le vecteur x pour moi c'est ça, et x transpose c'est ça, x transpose, ils appellent ça h fois x. Et le 1 sur 2 vient du fait que si on l'écrit comme ça, on peut dire que la matrice hessienne de ma fonction, c'est H. Vraiment le H d'ici. Alors que si je l'écris comme moi, ça veut dire sans inclure le 1 sur 2, ce que je viens de dire, la matrice hessienne, c'est 2H. C'est une généralisation du fait que x carré, si tu le dérives, ça fait 2x et pas Oui. x. Ça vient de là. Le 2 fois sur la diagonale vient de là. Et le 2 pour les autres termes vient du fait que j'ai quelque part h de 1. Et de l'autre côté, j'ai encore h de 1 ici. Par symétrie. Si la matrice est symétrique. Donc du coup, de toute façon. Alors, c'est une question. La matrice hessienne est symétrique parce que la fonction est linéaire. Quadratique. La fonction est quadratique comme ça, mais symétrique. D'accord. Et si on prenait une autre fonction du style exponentielle... Mais c'est le théorème de Schwartz. C'est ça.
Ouais. Si tu dérives df sur dxi dxj, c'est égal à tu peux dériver dans n'importe quel sens. Donc c'est forcément symétrique parce que quand tu dérives par xj puis par xi, c'est égal à dériver par xi puis par xj. D'accord, mais en fait, Si vous voulez, je vais vous donner. Vous m'avez posé au début une question, si je peux vous conseiller un livre. Et je disais que je ne conseille pas trop de livres parce que les étudiants aiment les choses très terre à terre. Mais je vais déposer un truc que j'ai écrit moi-même d'une centaine de pages sur les matrices semi-positives définies. Donc, je veux vous dire, regardez, je dis que les fonctions convexes ont une hessienne semi-positive définie si la hessienne est symétrique. Pourquoi je vous dis ça? C'est très très dur de trouver une fonction qui n'a pas une hessienne symétrique. Je me suis beaucoup cassé la tête, mais je suis arrivé à trouver une fonction qui n'a pas une hessienne symétrique. Mais c'est qu'elle est vraiment tordue. Elle est vraiment très tordue. C'est qu'elle n'est pas différenciable. Oui, il y a oui. Non, même pas convexe. C'est en fait faut qu'elle soit vraiment chelou. Je crois qu'il y a un exemple. Je vérifie plus. Il y a un exemple, mais en vrai, c'est qu'au point 0, elle fait n'importe quoi. Ah oui, c'est ça. Non, voici la fonction que j'ai trouvée finalement. Voilà. La convexité est mise en cause. C'est plus que la convexité. Là, vraiment, tu n'as pas besoin de la convexité pour ça. La matrice hessienne, elle est tout le temps symétrique en vrai. Si pour qu'elle soit pas symétrique, tu as besoin d'un exemple pareil, oui. C'est que c'est très très rare. Et même des livres très réputés sur l'optimisation convexe, ils ignorent complètement ce cas-là. Parce que quand même, si on va semer la confusion, si on... C'est ça la fonction, l'exemple. C'est genre en 0, en gros, son truc, il fait n'importe quoi. Enfin, tu peux pas dire que t'as pas de courbure en 0, c'est tout. Oui, c'est juste pas... Genre, ça ouais, c'est ça, c'est là où tu peux pas définir de courbure parce que là, tu vois qu'elle descend, tu vois qu'elle monte, Mais c'est pas une fonction analytique qu'on peut dériver grâce aux formules de dérivation. Ouais. Pour la dériver, j'ai dû calculer des limites ici. Parce que c'est la seule manière, parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que se passe ici si x égale y, par exemple? Regardez, qu'est-ce que se passe si x égale y? J'obtiens, pour faire simple, oui, le gradient dans 0 ne peut pas être calculé de manière algébrique. Parce que vous comprenez, pour x égale y égale 0, je ne peux pas appliquer la formule algébrique. Parce qu'elle n'est pas définie. Oui. Elle n'est pas définie. Je ne peux pas définir ça. Mais lorsque x et y convergent vers 0, ça converge quand même vers 0. Si je ne me trompe pas. Oui, ça converge quand même vers 0 parce que sinon je n'aurais pas pu calculer la dérivée pour une fonction qui n'est pas continue. Mais bon. Est-ce que vous voulez à vous de voir. Je peux parler de ça encore plus ou continuer avec le cas classique où la hessienne est symétrique. Pour moi, là, on est dans vraiment les exemples qu'on voit jamais. Ça, c'est... Oui, on reste au cas classique, c'est ça. Pour un ingénieur qui veut implémenter des solutions. Si tu vois qu'il y a un 0 où ça fait n'importe quoi, tu enlèves le 0 et basta. Oui, oui. Ou au pire des cas, pour simplifier la discussion, vous faites un truc H qui n'est pas symétrique plus H transpose. Et comme ça, tout ce que je veux dire, si H n'est pas symétrique, je ne peux pas parler de matrice semi-positive définie ou pas, parce que ce n'est pas symétrique. Mais toute la discussion se projette sur H plus H transpose.
Et comme ça, on obtient quelque chose de symétrique. Ok, mais on était là. Ok. Je simplifie cette discussion et je la remets sur les matrices 2 à 2. Ok. J'oublie 3, d'accord? Donc, je me retrouve dans le même cas de figure. Vous me suivez? J'enlève 3. Tac. Tac. Ok. Là, si je me demande si une matrice est SDP ou pas, SDP ça veut dire semi-positif défini, un facteur de 2 ne compte pas dans le jeu. Parce que si une matrice est semi-positive définie, la même matrice multipliée par 2, elle reste semi-positive définie. Parce que c'est quoi une matrice semi-positive définie? Ça veut dire que cette propriété est satisfaite pour n'importe quel S. Si je mets 2H à la place de H, ça reste pareil. Bon, on va donner quelques exemples. Donc, dans ce cas-là, si j'utilise cette écriture matricielle, on a vu un peu, cette matrice, ça va être 1, 0, 0, 1. D'accord? Si je mets ici un A, j'obtiens cette fonction-là, ce qu'on disait tout à l'heure, vous me suivez. Là, on va regarder quelques exemples pour diverses valeurs de A. Donc, je vais dire plus 2 fois, je prends la valeur de A 0,3, admettons, fois x1 fois x2, et on va regarder s'il est convexe ou pas. Il fait lui-même les calculs. Apparemment, il a l'air tout à fait convexe. Donc A égale 0,3. Si la fonction est convexe, ça veut dire que la matrice 1, 0,3, 0,3, 1, ça c'est convexe. SDP, semi-positif défini. Bientôt, on va donner la définition des matrices semi-positives définies. Donc, une définition, je l'ai déjà donnée. Ça doit être satisfait. Ok. Et ça, c'est S transpose HS. Dans le monde de matrices comme ça, vous comprenez, juste pour que les choses soient claires. Cette formule-là indique que ce truc est positif. Pour n'importe quel S. Je change 0,3. Je mets moins 0,3. Et je redémarre le calcul ici. Ça ressemble beaucoup. Je vais mettre 0,9. Ignorez le calcul qu'il fait ici. Pour 0,9, c'est encore convexe. Non, on commence à... Oui, c'est ça. Pour 1, c'est limite. Pour 1... Et là, on voit même le contour plot qui est... Oui. C'est des lignes. Il n'y a même plus de... Oui. Donc ici, vous allez voir cette matrice est vraiment semi-positive définie, mais elle n'est pas positive définie. Je vais développer ça. Mais si je dépasse 1.1, ma fonction va devenir, disons, méchante. Là, je suis dans un cas de figure où on ne peut pas l'optimiser grâce à l'optimisation convexe. Non, j'ai mal tapé ici, excusez-moi. 2 fois ça, excusez-moi. Là, l'optimisation convexe n'est plus... elle peut plus faire la chose. Sauf erreur de ma part, c'est ça.
Ouais, l'intersection ici, ça se voit pas trop. Mais si vous allez dans cette direction-là, Au milieu, tout. ouais, donc au milieu, la valeur au milieu, elle est supérieure à la valeur d'ici ou d'ici. Bah, en fait, on peut le voir plus facilement sur le contour plot. Oui, Parce que là, le truc bleu, ça veut dire que c'est plus bas, et plus on est jaune, plus ça veut dire que c'est haut. Et du coup, là, ça veut dire que là on est plus haut. il est plus Là, haut que le truc bleu. là, ici, autour de ce point-là, on est plus haut que ici. Ouais. Je mets quand même 1,25, un truc. Ça va continuer, le phénomène va s'accélérer. Ah. Mince. Je savais pas qu'il Je savais pas non plus, vous avez trop utilisé ce truc-là. Ah. Le simple en fait, c'est de revenir en arrière et ensuite de passer l'historique. Ici. Ah ouais. Comment je fais? Ou enlever les cookies. Ah, de mon navigateur, oui. Ouais. Où je... Ou peut-être en navigation privée, non ça, Oui, c'est peut-être pas. Peut-être sur le cookie. Il n'y a pas de cookie, ouais. Ah. Ou alors, Ouais. est-ce qu'il le fait avec l'IP, je sais pas. Non, il le fait avec le cookie. On va... S'il me laisse, je sais pas si... Bon. Ouais, c'est bon. Pédagogiquement, c'est pas... Là, ça se voit. Ça se voit un peu mieux, c'est ça? Oui, c'est sûr que Il est dingue quand même. 1,4. Oui, tu m'as tapé les phrases et tout. Là, ça se voit un peu mieux, je pense. La courbe... Oui, la ça monte courbe... un peu. Ici, ça démarre d'ici et ça monte et ça redescend. D'accord? Après, je peux m'amuser au lieu d'avoir x carré ici. Voilà, je mets 2,4. Ça va faire ici un truc comme pas possible. Ah. Ok, vous le voyez, c'est vraiment pas convexe. Mais là, je vais modifier ici. Voilà, excusez-moi, laissez-moi juste... je mets 3. Et ici, je mets un 2. Donc, ça revient à dire, ici, je mets 3. Et ici, je mets 2. Cette fonction n'est pas convexe. Un peu dur à voir, mais elle n'est pas convexe. Voilà, on voit sur le contour plot. Sur le contour plot, ici, on le voit. Comme ça, on voit bien que ça descend bizarrement. Ici, c'est plus bas, oui. Là, je vais mettre 3. Je sais pas si on... Laissez-moi mettre 7. Le problème, c'est qu'on va aplatir les trucs. Les choses vont s'aplatir, oui. Déjà, le contour plot montre que ça va pas. Et ici, c'est pas trop clair. Mais ça, c'est pas convexe. Et on va essayer de trouver plus tard les directions sur lesquelles l'évolution de la fonction n'est pas convexe. Mais laissez-moi mettre 9 ici. Et pour 9, c'est convexe. Miracle. Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est 9. Et on le voit sur contour plot. Ça, c'est une matrice SDP. Oui, parce que... Faut que ce soit des... Là, on va, pour comprendre ça, je vais vraiment aborder la matrice SDP. Parce que c'est une matrice SDP pour voir ces relations-là. Ok. Là, c'est un sujet difficile, à mon avis. On essaie de l'aborder. Mais de manière générale, qu'est-ce que je disais? Une fonction monovariée est convexe si la deuxième dérivée est positive ou nulle. Une fonction plurivariée est fonctionnelle si la hessienne est SDP. Donc, vous comprenez que la notion de matrice hessienne généralise la notion de valeur positive.
je vais discuter avec vous certaines propriétés des valeurs positives qu'on va essayer de généraliser dans le monde des matrices. Une valeur positive M peut s'écrire comme une somme de carrés. La première propriété. Ça, je vais prouver que ça va être vrai dans le monde des matrices SDP. Ça veut dire, si une matrice est SDP, je peux l'écrire comme une somme, pas tout à fait comme une somme de carrés, mais comme quelque chose qui ressemble à ça. Le plus simple, c'est l'inverse. Si je peux écrire une matrice d'une forme qui ressemble à ça, alors elle est SDP. Ça, c'est pas trop dur à voir. Voilà comment je vais faire. Je laisse ça pour plus tard. Qu'est-ce que je veux dire? Imaginons que ma matrice H, c'est écrit comme vecteur V1 fois V1 transpose. J'écris comme ça. Vecteur colonne fois... Disons que c'est ça. Donc, une colonne multipliée avec une ligne. Donc dans un monde de 3 x 3, si au lieu de V1, j'écris V1, V2, V3 comme ça, vous comprenez? Oui, ça fait V1 carré, etc. Donc ça. V1 carré, V2, V1, etc. Oui. J'écris ça. Donc il faut comprendre que ça, c'est égal à la matrice V1 carré, d'accord, V1, V2, d'accord, V1, V3, V2, V1. Pourquoi? L'élément à cette position-là, c'est la multiplication entre la ligne 2 et la colonne 1, selon la définition du produit des matrices. Donc, je me retrouve avec V2 carré, V2, V3. Et ici, c'est quoi V3, V1? C'est quoi quelle est l'évaluation de ce produit à la case V3, V1? Produit de la ligne V3 avec la colonne V1. Donc, V3, V1. Je me suis trompé? Oui, V3, V2 et V3, V3. Ok. Donc pour que vous ayez, pour que vous puissiez, ok, j'ai ça. Pour prouver que ma matrice est SDP, je dois prouver que S transpose fois V1, V1, V1 transpose S est supérieur ou égal à 0. Vous m'aidez avec ça. Pourquoi c'est vrai? C'est vrai, à mon avis. Sans aucune grande difficulté. Pardon? Oui, parce que ici, qu'est-ce que ça revient à dire? V1 transpose S ou S transpose V1, c'est la même chose. Oui, je remets V comme s'il y avait, ok? C'est quoi S transpose V? Je développe ou pas? S transpose V, vous avez S1, S2, S3, multiplié avec le vecteur V1, V2, V3. Ça donne S1 V1 plus S2 V2 plus S3 V3. D'accord? Ici, je viens de calculer ça. Vous me suivez? Là, je calcule l'autre. Ça. Donc, j'écris. Je vais l'écrire parce que ça va être encore... On peut utiliser le produit que vous mettrez au début du cours, sinon. Le truc, oui, on aurait pu utiliser ce que je vais vous montrer. Oui, mais après, voilà, je calcule ça. Ici, qu'est-ce que je fais? En fait, j'échange V avec S. Vous comprenez?
Et ça donne quoi? À strictement parler, si vous voulez, si je développe le produit vraiment comme ici, ça va donner V1 S1 plus V2 S2, vous me suivez, plus V3 S3. Mais bref, c'est la même chose. Ça et ça. Donc du coup, oui. Alors, donc le produit des deux, c'est ce truc-là au carré. Donc ce produit-là, si vous faites le calcul, c'est ça au carré. Ou bien si on est dans le cas n-dimensionnel, ça plus, vous allez jusqu'à n. Donc c'est positif quel que soit S. D'accord? Ici, disons que mon H c'est ça. Ça veut dire que si vous voulez générer une matrice semi-positive définie, ce qu'on pourrait faire pour le TP, vous prenez un vecteur V, vous multipliez ça avec son V transpose, et c'est SDP. Là, j'ai une fenêtre MATLAB. Je peux écrire V égale. Ça, c'est mon. Je sais pas si. Excusez-moi. Je sais pas si vous voyez à cause de ma tête. V. Si j'écris 2.7.3, c'est ça. V transpose en MATLAB, c'est ça. V. Ah, j'ai mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit V transpose fois V. Oui, ça fait un produit scalaire. Moi, j'ai V fois V transpose. L'inverse. V fois V. C'est ça. Ok, vous voyez. Ici, vous avez 2 fois 2. Ici, 2 fois 7. Ici, 2 fois 3. Ça, c'est une matrice semi-positive définie. Par définition. Grâce à cette propriété. Il n'y a pas trop de risque, comme tout est positif, là, il n'y a pas trop de risque. Oui, mais je veux dire oui, dites-moi. Mais je vois pas trop le lien avec le fait que si on puisse écrire P1 au carré plus P2 au carré. J'arrive. Ici, j'espère que les choses sont claires. Même si je prends ce V là, où je mets une valeur négative par là, ce truc-là reste SDP, même s'il y a des valeurs négatives. Après, vous comprenez que ça c'est vrai pour V. S, j'ai multiplié à gauche par S transpose et à droite par S. Là, je peux mettre un V1 ou VI. Mais là, je change un peu la notation. Tout à l'heure, j'avais V1, V2 des valeurs de V. Là, c'est mon vecteur VI qui a plusieurs valeurs. Si je mets ici somme sur I de VI fois VI transpose, comme je peux appliquer cette propriété sur n'importe quel VI, dans la somme, ça va rester vrai. Parce que ça, c'est vrai pour tout I. D'accord? Donc, égal à ça. Donc, supérieur ou égal à 0 pour tout I. Et là, je m'amuse pour tout I à calculer S transpose HS. Ça va faire somme sur I de quoi? De ça. Ok? Et ce truc-là, je peux plus écrire ça. Excusez-moi, si j'ai VI, je dois écrire VI S1, vous comprenez? Oui. VI, ok? Donc, tout ça, c'est supérieur à 0 parce que chaque terme ici est positif. Donc, ça revient en quelque sorte à dire que c'est une somme de carrés. Comme un nombre peut être écrit comme une somme de carrés. Ah oui, le carré vient du fait que c'est transpose. Oui, c'est ça, oui. Mon carré, ça sort de cette expression-là. Donc, en quelque sorte, au sens matriciel du terme, ma matrice est une somme de carrés. C'est quoi mes carrés? Mes carrés, c'est pas vraiment VI au carré, mais d'une certaine manière, lorsque je fais VI fois VI transpose, Oui, ça va donner quand ça donne comme un carré. Ça veut dire que si j'arrive à écrire ma fonction comme ça, on est bon. Ah oui.
Et là, je peux générer sous MATLAB une fonction SDP qu'on n'aurait pas soupçonné être SDP parce que j'ai ce V. Laissez-moi dire U égale, peu importe, moins 2, moins 9. Et là, j'ai V fois V transpose plus U fois U transpose. Ça va me donner un truc SDP. Laissez-moi mettre V. Je me place dans un monde de 2 fois 2. U, on peut pas mettre en forme de carré. Pardon? U, on peut pas dire que c'est... Non, mais ma matrice c'est ça. Ah, mais du coup, lui, ça va donner carré quand même. Et ça m'a sorti ça. Là, ça veut dire que si je tape ça ici, miracle, ma fonction elle sera convexe. Qu'est-ce que je dois mettre? 13 x1 au carré plus 53 x2 au carré plus 2 fois 20. Moi, oui, moi. Miracle, ce truc sera convexe. Oui. S'il veut bien calculer encore un graphique. Et ça, c'est les vecteurs propres. C'est, On arrive. C'est ça la propriété de base qui m'intéresse, cette somme de carrés, si vous voulez. Après, qu'est-ce que je veux dire? M supérieur à 0 pour une valeur, alors ms carré supérieur ou égal à 0. Ça revient à la manière d'écrire ça dans le monde de... Comment je transpose ça dans le monde des matrices? C'est S transpose M fois S. Si vous voulez, ouais, il y a une correspondance. J'ai ms au carré. Ici, pour une matrice M, j'ai S transpose ms. Finalement, le S apparaît 2 fois. Si M et M' sont 2 valeurs positives, leur somme est positive. Ça reste vrai dans la matrice de SDP, parce que, d'accord, c'est juste l'addition. Par contre, il y a certaines propriétés de valeurs positives qui ne sont pas vraies dans le monde des matrices. Je peux avoir 2 valeurs positives, alors le produit est positif. C'est plus vrai dans le cas des matrices, parce que le produit de 2 matrices symétriques n'est même pas symétrique, généralement. Mais juste pour vous dire, la matrice semi-positive définie généralise la notion de valeur positive dans le monde des matrices. Ok. Ce que je vais développer par la suite, là vous avez vu quoi? Si je peux écrire ça comme ça, ma matrice est semi-positive définie. Ok. Là, je vais passer à... je vais essayer de prouver que toute matrice semi-positive définie peut s'écrire de cette manière-là. Sauf que ce qu'il va manquer, ça va être somme de I. GVI, VI transpose. Bah, en fait, on peut... Ici, j'ajoute un lambda. J'ajoute lambda I qui est positif. Ça reste unique. Oui. Donc, je veux prouver que ça s'écrit comme ça. Donc, ça s'appelle la décomposition de la matrice en valeur propre. Donc, c'est écrit ici. C'est cette formule-là, et ici, je l'ai écrit sous plusieurs formes pour que les choses soient claires. Donc, je veux prouver que toute matrice positive définie s'écrit de cette manière-là, avec des lambda positifs. Ici, c'est plusieurs manières d'écrire la formule. Vous pouvez l'écrire, oubliez peut-être ça, oubliez le milieu, mais la matrice semi-positive définie s'écrit de cette forme-là. Si elle est symétrique. Une matrice semi-positive définie est toujours symétrique. On peut toujours l'écrire comme ça. Ici, on trouve les valeurs propres sur la diagonale. Et ici, les vecteurs propres. C'est quoi les valeurs? Et là,
Je pense que je peux faire une pause.